Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer. Bienvenue dans ce webinaire santé mentale organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires qui a été initié en 2022 par la FAS. Je suis Marie Chatagnan, je suis chargée de projet Addiction Précarité à la FAS nationale. Je serai l'animatrice de ce webinaire avec Elvire Tichioni, qui est ma collègue chargée de mission Travail social participation. Et nous sommes très bien accompagnés. On aura l'occasion de vous présenter nos différentes intervenantes ainsi que Jean-Marc Antoine qui clôturera ce webinaire et qui est le coprésident du GAN Santé à la FAS. Donc, depuis 2022, la FAS nationale organise et anime une série de webinaires sur la thématique santé mentale. Ces webinaires ont pour objet de sensibiliser notre réseau aux problématiques de santé mentale, de partager des difficultés et des bonnes pratiques, mais aussi d'outiller les professionnels en pensant collectivement des réponses aux besoins des personnes qui sont accompagnées par les structures adhérentes de la FAS, mais pas seulement, puisque ces webinaires sont ouverts à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient y assister et y participer. Donc, ils vont faire intervenir à la fois des experts du champ de la santé mentale, à la fois des professionnels de terrain. C'est le cas aujourd'hui, puisque nous sommes accompagnés à la fois par des professionnels, sociologues, psychologues, et puis par une intervenante sociale. Et ce webinaire-là a pour enjeu de vraiment s'adresser aux professionnels du secteur social pour penser et pour parler de leurs pratiques professionnelles et de leurs éventuels besoins aussi dans le cadre de leurs pratiques professionnelles dans une situation qu'on sait assez tendue en ce moment pour le secteur. Les objectifs spécifiques donc de ce webinaire sont de rendre compte et de discuter des défis auxquels sont confrontés les intervenants sociaux et sociales dans leur pratique, en lien avec la perception du travail pensé, peut-être idéalisé aussi quand on se lance dans ce secteur, et puis la réalité du travail vécu par chacun et chacune d'entre vous. Donc, comment composer avec cet écart et puis quel impact pour les professionnels au quotidien. L'idée, c'est aussi de partager des expériences, des bonnes pratiques, d'identifier des leviers pour accompagner les professionnels du champ social et médico-social dans leurs pratiques et puis limiter ainsi les risques pour elles et eux en matière de santé mentale. La FAS travaille donc depuis de nombreuses années sur les questions du travail social. Je vais laisser la parole à ma collègue Elvire qui vous en dira un peu plus sur ce sujet-là. Et ensuite, j'aurai la joie de vous présenter les différentes intervenantes qui vont participer aujourd'hui et nous éclairer de leurs connaissances et expertise. Oui, alors merci Marie du coup pour ces premiers mots du coup de remise en contexte. Alors très rapidement sur le travail social, peut-être en dire quelques mots. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par la FAS du coup ces dernières années sur le sujet du travail social et peut-être plus récemment pour remettre un petit peu en contexte certaines productions, certains travaux. Il y a eu notamment tout l'engagement de la FAS dans les travaux du Haut Conseil du travail social qui ont commencé entre autres avec la contribution de la FAS sur le sujet et également du coup l'analyse et positionnement du coup de la phase sur le livre blanc du travail social par le Haut Conseil du travail social. Je rappelle que le livre blanc avait été publié en décembre 2023 par le HCTS et du coup ce travail d'analyse par la phase s'est fait dans la suite et notamment plus récemment il y a eu effectivement les journées du travail social donc, qui ont été organisées par la FAS les 24 et 25 septembre dernier à Nancy. Donc ça a été deux grandes journées pour continuer à travailler et du coup à réfléchir, penser la question du travail social et à l'occasion de ces journées, parmi les différentes conférences et différents ateliers, bref, les différents espaces de travaux en fait collectifs et collaboratifs qui ont pris place, il y a notamment eu une conférence qui a traité, qui a commencé à traiter un peu de cette question-là qui s'intitulait Métier de l'humain, jusqu'où travailler pour la bonne cause et donc du coup qui était une première pierre mise sur la question du coup du travail et du rapport au travail en travail social. Donc effectivement, voilà, c'était seulement les premières étapes, un petit peu gratter la surface de cette question. Mais en tout cas, c'est aussi dans cette perspective que s'inscrit le webinaire qui est proposé aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, poursuivre la réflexion et l'approfondir dans ce cadre-là. Mais je laisse Marie, du coup, vous présenter plus en détail le programme du webinaire. Merci beaucoup, Elvire. Avant d'aller plus loin dans le déroulé du webinaire, quelques points techniques aux participants et participantes. Vous ne pouvez pas prendre la parole
directement durant le webinaire, mais il y aura des temps d'échange après chaque intervention, auquel cas on vous invitera à lever la main et on pourra du coup vous donner la parole et débloquer votre son pour pouvoir exprimer votre question. Vous pouvez passer aussi directement par le chat où Elvire et moi serons en charge durant les prises de parole de relever les questions que vous pouvez transmettre et comme ça on pourra les donner à nos intervenantes à l'issue de leur présentation. S'il y a le moindre souci également, d'un point de vue technique, je vois qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas de son, mais ça y est, c'est revenu. N'hésitez pas à nous en faire part aussi dans le chat. Donc, ce webinaire se déroulera en trois séquences principales. La première séquence qui s'intitule Intervention sociale, travail du care et sens du travail. Quel défi pour les intervenantes dans leur pratique quotidienne. Pour cela, nous accueillons Madame Coralie Pérez, qui est économiste et ingénieure de recherche à Paris 1 que je laisserai Elvire introduire plus précisément sa séquence. Ensuite, nous aurons une deuxième séquence qui s'intitule Travail pensé, travail possible quand les professionnels s'adaptent et composent avec la réalité du terrain. Ici, nous écouterons Éléonore Lemeur, qui est éducatrice spécialisée à la Fondation Massé-Trévidy. Et en dernière séquence, nous réfléchirons à des leviers pour penser sa pratique professionnelle avec Madame Wafa Bouroubi, qui est docteur en psychologie clinique et ingénieure de recherche chez Alpha Psy, et Madame Aude Caria, qui est directrice du Psychom Santé Mentale Info. À la fin, nous aurons Jean-Marc Antoine qui conclura ce webinaire. Et du coup, pour tout de suite commencer et ne pas prendre plus de retard, puisque un webinaire, du coup, ça dure que 2 heures et ça peut passer très très vite. Du coup, première séquence, donc le titre ça s'affiche ici, Intervention sociale, travail du care et sens du travail. Quel défi pour les intervenants et intervenantes dans leur pratique quotidienne. Séquence pour laquelle je laisse tout de suite la parole à Coralie Pérez, qui va nous présenter du coup ses travaux sur le sens du travail et notamment en lien avec ce qui avait pu être partagé dans le cadre du livre blanc, mais je vous laisse tout de suite commencer. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation. J'ai préparé quelques diapositives en support à mon intervention. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Ah, alors, ça fonctionnait tout à l'heure et là, je vois que ça ne fonctionne plus. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Bon, j'espère que c'est bon pour vous. Sinon, faites-moi signe. Très On bien, voit votre écran. c'est parfait, merci. Effectivement, je vais essentiellement m'appuyer dans cette intervention sur l'ouvrage que nous avons publié avec Thomas Coutreau en 2022, donc qui s'intitule Redonner du sens au travail. Alors, je précise d'emblée que c'est pas une question du tout usuelle ou classique pour les économistes de s'intéresser au sens du travail, hein. Les économistes se sont traditionnellement peu intéressés au contenu du travail, préférant s'intéresser à l'emploi ou bien considérant le travail comme un effort auquel on consent contre une rémunération. Donc les travaux en économie sur le sens du travail sont tout à fait récents. Nous, ce qui nous a amené à nous intéresser à cette question, c'est qu'on travaille, c'est un peu inhabituel pour des économistes, mais aussi sur la base d'entretiens qu'on conduit avec des salariés. Et on voyait monter cette question depuis déjà une dizaine d'années, hein, cette question de perte de sens, hein, qu'exprimaient les salariés. Donc c'est ça qui nous a incités à travailler sur ce sujet. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais tout de suite vous dire comment nous avons défini le sens du travail, parce qu'il existe plusieurs acceptions hein, du sens du travail dans la littérature, hein, notamment en psychologie, mais aussi en gestion. Il nous semble important justement d'emblée de faire une distinction entre le travail et les enjeux qui ont trait au travail comme activité
et l'emploi. L'emploi, c'est la mise en forme institutionnelle du travail. Elle charrie cette notion d'emploi, des enjeux en termes de contrat de travail, donc de plus ou moins grande stabilité selon le contrat qu'on détient, des enjeux cruciaux et bien évidemment en termes de rémunération du travail et aussi toutes les problématiques qui ont trait aux droits sociaux liés à l'emploi. Mais l'emploi en tant que tel a eu tendance à focaliser l'attention à la fois des chercheurs, mais aussi des politiques et des politiques publiques, contribuant par là à négliger le travail, c'est-à-dire l'activité de travail dans laquelle les uns les autres, on engage indissociablement notre corps et notre esprit dans l'intention de produire. Voilà. Et cette notion du travail comme activité, elle est particulièrement importante puisque il a été dit en introduction qu'il y avait des tensions entre le travail tel qu'idéalisé et le travail qu'on réalise effectivement. Mais ce que nous disent notamment les ergonomes et les psychologues du travail, c'est qu'il y a une différence aussi entre le travail prescrit et le travail réel. Et c'est bien dans cette tension qu'on va s'interroger sur le sens du travail, puisque, nous disent les ergosciences, le travail n'est jamais exactement celui qui est prescrit parce que le réel résiste et que tous, quelle que soit notre position dans la hiérarchie, quelle que soit notre profession, eh bien, on se heurte en travaillant à la résistance du réel et c'est bien les conditions dans lesquelles nous sommes placés, notamment l'organisation dans laquelle on travaille, les moyens qui nous sont donnés, les ressources qu'on peut mobiliser, qui vont nous permettre bien de surmonter cette résistance du réel. Et à ces conditions, le travail peut être un facteur de santé, un facteur d'émancipation, mais si ces conditions ne sont pas réunies, eh bien, le travail peut effectivement devenir un facteur de souffrance, dégrader la santé. Donc c'est bien dans cette tension que l'on va inscrire notre réflexion. Ce qu'il est important de dire pour définir le sens du travail, c'est que le travail est une activité de transformation du monde naturel, du monde social et le travail, eh bien, on se transforme en tant que personne en travaillant. Donc, vous le voyez, ces références auxquelles là je, je- je me réfère, voilà si je puis dire, elles viennent de la psychodynamique du travail et c'est chez Christophe Dejour qu'on a véritablement puisé notre définition du sens du travail. Et vous avez là la citation, voilà, le sens par rapport à une finalité à atteindre dans le monde objectif, par rapport à des valeurs dans le monde social et par rapport à l'accomplissement de soi dans le monde subjectif. Ce qui donne au sens du travail, tel que on le définit, trois dimensions. La première dimension, c'est celle qu'on va appeler l'utilité sociale. Un travail a du sens aux yeux de celui qui l'exerce s'il lui donne le sentiment d'être utile aux autres. C'est souvent la dimension sur laquelle est rabattu en quelque sorte le sens. Ainsi, pour beaucoup des métiers vocationnels, mais aussi des métiers du lien, voilà, on a l'idée que puisqu'on est utile aux autres, eh bien, on trouve du sens à son travail. Ce serait faire fi des deux autres dimensions qui constituent le sens du travail. La deuxième dimension, c'est la cohérence éthique. Un travail a du sens si on est dans les conditions de pouvoir bien faire son travail, en cohérence avec ses normes professionnelles et ses normes éthiques. On fait là référence aussi au travail empêché de Yves Clos. Et donc là, on comprend mieux pourquoi des professionnels qui euh, savent très bien qu'ils sont utiles, mais parce qu'ils ont des conflits éthiques, finalement, perdent le sens de leur travail. Et enfin, la troisième dimension, un travail a du sens si on peut y mettre en œuvre ses habiletés, sa créativité, si on peut apprendre de son travail. Et là, ça fait écho à la plus ou moins grande autonomie dont on bénéficie selon les organisations dans lesquelles on déploie notre activité, les marges de manœuvre dont on peut bénéficier si le travail est très prescrit ou si au contraire on peut, voilà, on peut s'y exprimer. Voilà.
Donc, ce sont ces trois dimensions qui sont constitutives du sens du travail. Alors, peut-être avant de vous présenter l'étape suivante, des résultats auxquels on parvient avec cette définition, je vous dis un mot très rapide sur la mesure. Euh, Avec cette définition, nous avons ensuite utilisé les enquêtes conditions de travail, qui sont des grandes enquêtes du système statistique français, pour essayer d'objectiver chacune de ces dimensions afin de calculer un score de sens du travail pour chaque individu salarié du public et du privé en 2013 et en 2016, et puis des scores par dimension. Et armé en fait de cette mesure du sens du travail, on arrive à un certain nombre de résultats. Le premier résultat que je veux vous présenter brièvement, c'est que on parvient à, en quelque sorte, un palmarès des professions en fonction du sens du travail. On observe ainsi que les métiers qui sont associés au plus fort sens du travail sont des métiers qui ne sont pas tous bien rémunérés ou associés voilà, à un certain prestige, à des hauts diplômes. On trouve beaucoup des métiers du lien et des métiers du care au sens large, les assistantes maternelles, les formateurs, les enseignants, les aides à domicile. Et vous le voyez, les professionnels de l'action sociale et de l'orientation. On a utilisé ici les familles professionnelles qui sont disponibles, c'est la nomenclature des familles professionnelles. Quand on regarde un petit peu plus finement, je ne l'ai pas projeté ici, par les trois dimensions du sens, on s'aperçoit, notamment pour les professionnels de l'action sociale, mais aussi pour les enseignants, que ce fort score de sens au travail, il est lié à un fort sentiment d'utilité sociale, mais à des conflits éthiques qui peuvent être parfois en dessous de la moyenne. Donc, ils sont compensés en quelque sorte par un fort sentiment d'utilité, mais on voit qu'il y a une fragilité sur le plan de la cohérence éthique. Bon, je dis juste un mot sur les métiers à plus faible sens. Je dirais qu'on est moins surpris d'y trouver les ouvriers non qualifiés des industries, notamment des industries de process, les caissiers, les caissières, etc. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cet indicateur. Ce que nous avons cherché à tester comme hypothèse, c'est que se passe-t-il lorsqu'on trouve peu de sens à son travail? En effet, on entend depuis notamment le retour de la crise sanitaire les employeurs se plaindre d'avoir du mal à attirer les candidats, se plaindre de voir les professionnels quitter leur emploi, démissionner. Donc, on a cherché à relier ça au sens du travail. Est-ce que le sens du travail explique finalement une part des mobilités professionnelles? Alors, notre réponse est oui. Ainsi, euh, et le fait de ne pas se sentir en capacité de tenir dans son travail jusqu'à la retraite est très lié au fait de trouver peu de sens à son travail. Le risque de déclarer le travail insoutenable est multiplié par deux pour les personnes qui trouvent le moins de sens à leur travail. Alors évidemment, ce n'est pas le seul facteur qui explique ce sentiment voilà, que le travail est insoutenable. Il y a d'autres facteurs comme le fait d'avoir un travail intensif, le fait de manquer de soutien social, euh, le fait voilà, d'avoir un travail pénible physiquement. Mais, et ça c'est un résultat important selon nous, le fait de trouver peu de sens à son travail euh, contribue significativement à trouver, à percevoir le travail comme insoutenable sur la durée. Euh, En outre, nous montrons également que trouver peu de sens à son travail explique, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à autres conditions de travail, à secteur équivalent, à caractéristiques sociodémographiques équivalentes, explique les démissions. Donc, les employeurs ont intérêt à se soucier de cette question qui influe sur les comportements des salariés. Mais la possibilité de démissionner, de quitter son emploi, n'est pas offerte à tous et à toutes. Ça va dépendre bien évidemment aussi du bassin d'emploi dans lequel on exerce, de la spécificité du métier qu'on exerce, de savoir si on est chargé de famille, etc. Donc tout le monde, tous les salariés insatisfaits ne peuvent pas se permettre de démissionner. Donc que se passe-t-il lorsqu'on doit tenir
en exerçant un travail qui fait peu sens. Ce que nous avons montré, c'est que ça a des effets dommageables sur la santé. Le premier indicateur qu'on utilise, c'est un indicateur qui a été construit par l'OMS, un indicateur donc international de bien-être psychologique qui s'appelle le WHO5 et qui permet de mesurer en quelque sorte un symptôme dépressif. Ce que nous montrons en utilisant cet indicateur, c'est que pour les salariés qui ont connu une forte baisse de sens du travail entre 2013 et 2016, eh bien, cela provoque, cela explique une entrée dans un symptôme dépressif. Ça multiplie pratiquement par deux le risque d'entrer dans un symptôme dépressif, et ce, autant pour les ouvriers que pour les cadres. Ça, c'est un résultat important parce que une idée reçue au sujet du sens du travail, c'est que c'est un problème de riches. C'est-à-dire que seuls les ingénieurs ou les cadres, voilà, les professions qualifiées chercheraient du sens. Alors évidemment, les ergosciences s'insurgent en faux contre ça, mais nous montrons là empiriquement qu'en tout cas, si en moyenne les employés, les ouvriers trouvent moins de sens à leur travail que les cadres, eh bien face à une perte de sens du travail, ils en souffrent tout autant. Et puis là aussi, ça peut intéresser les employeurs. Euh, on montre Nos résultats montrent que face à une perte de sens du travail, eh bien, ça accroît l'absentéisme, tant l'incidence, c'est-à-dire la probabilité, si la personne n'avait pas de jour d'absence maladie une année donnée, eh bien, d'en avoir l'année suivante, mais aussi le nombre de jours pour absence de maladie. Donc, on le voit, il y a des enjeux très forts derrière cette perte de sens du travail. Quelques mots sur les causes. Alors évidemment, il y a un lien entre les conditions de travail et le sens du travail. On a pu observer que le sens du travail est lié au soutien social. Si on trouve du soutien social dans son organisation, eh bien, c'est relativement protecteur du sens du travail. De la même manière, si on a de l'autonomie au travail, c'est protecteur du sens. Par contre, quand on a un travail très intensif, c'est plutôt défavorable au sens du travail. Mais ce que l'on montre et ce sur quoi on souhaite mettre l'accent, c'est que plus fondamentalement, les salariés, du public comme du privé, sont confrontés depuis les années 90, fin des années 80, début des années 90, à globalement une dégradation des conditions de travail due à ce qu'on appelle le management par le chiffre, ce qu'Alain Supiot appelle le gouvernement par le nombre, qui a, qui s'est diffusé, on va dire, dans le secteur privé, avec l'effet de la financiarisation de l'économie, et dans le secteur public aussi, avec des contraintes financières, et le nouveau management public. Alors ça se traduit par des exigences de reporting de l'activité pour rassurer les financeurs sur le fait que voilà, le travail est organisé de manière efficace, que l'entreprise est performante, que l'organisation atteint ses objectifs, par un management justement guidé par des indicateurs et des objectifs qui souvent ne reflètent pas ce qui est important aux yeux des salariés. euh, et puis par des mouvements de restructuration, d'externalisation, bref, des changements organisationnels récurrents qui dégradent le sens du travail. Euh, donc, globalement, ce management par le chiffre, ces standardisations du travail étouffent le travail vivant, c'est-à-dire le travail qui permettrait aux unes et aux autres, voilà, d'exprimer sa singularité, ses compétences dans le travail. Alors, ces résultats, je dirais, généraux que l'on a produits ne sont pas, effectivement, on n'a pas de résultats spécifiques pour votre secteur, mais je pense qu'ils résonnent avec ce que vous pouvez vivre dans vos organisations, évidemment, en fonction de la manière dont elles sont gouvernées, dont elles sont financées, dont le management, finalement, se déploie. Je citerai ici le travail de deux collègues économistes, Anne Leroy et Emmanuel Puissant, qui ont dit au sujet du secteur social et médico-social que se confrontent finalement deux conceptions du travail.
une conception plutôt historique portée par les professionnels autour d'un travail envisagé comme relationnel, hein, mettant la personne au cœur du travail, un travail pluridisciplinaire, un travail qui nécessite du temps, et puis une conception qualifie d'industrielle marchande, qui est un peu sous l'empire, on va dire, hein, de la finance, avec une gestion par indicateur, et que c'est cette tension qui provoque une perte de sens au travail. Et elles évoquent deux types de perte de sens, enfin deux niveaux. Le premier niveau, c'est que ce management, en quelque sorte, par le chiffre, eh bien, ne leur permet pas de faire le travail pour lequel elles ont choisi, oui, elles ont choisi ce métier, hein, et elles ont choisi de le faire, et ce qui leur paraît être le travail bien fait. Et puis le deuxième niveau, c'est pire, hein, c'est quand les injonctions, les objectifs les conduisent à faire un travail qui est à l'opposé de ce qui serait pour elles le travail bien fait, avec voilà, parfois le sentiment d'être maltraitante au travail. Et que ça, c'est deux facteurs importants de perte de sens. Donc, vous voyez, nos travaux rejoignent ceux de collègues plus spécifiquement sur le secteur social et médico-social, hein, qui vont dans le même sens. Alors, que faire très rapidement? Dans notre ouvrage, on a souhaité parler enfin, de pistes, hein, pour redonner du sens au travail. Il nous semble que, et on pourra en discuter, hein, mais qu'il est important ben, de soutenir le travail vivant en donnant davantage de pouvoir d'agir aux salariés. Ainsi, ce ne sont pas les changements en eux-mêmes ou le fait d'avoir des objectifs qui sont délétères pour le sens du travail, mais c'est le fait de ne pas associer les salariés euh, à la définition de ces objectifs et de ne pas les consulter sur les changements qui les concernent et qui les impactent. C'est aussi créer des espaces de discussion sur le travail sous la contrainte du temps, avec des organisations, des collectifs de plus en plus éclatés. On s'aperçoit dans tous les secteurs qu'il est de plus en plus euh, difficile de faire collectif et d'avoir des espaces de discussion sur le travail, hein, au niveau le plus fin, au niveau de l'équipe. Dans l'ouvrage, on pointe aussi vers des organisations qui pourraient être organisées de manière plus démocratique, avec des gouvernances plus démocratiques. Je ne m'étends pas, on y reviendra si ça vous intéresse. Des organisations aussi davantage apprenantes. euh, Ça s'oppose aux organisations un peu tayloriennes, hein, ou en ligne, hein, comme on voit aussi d'ailleurs dans le secteur social. Et puis des modes de management à repenser, hein. On sait que la France, d'autres travaux le disent, a un management traditionnellement voilà, vertical, hein, plutôt autoritaire, où on fait finalement assez peu confiance aux salariés et aux compétences qu'ils peuvent déployer dans le travail. Pour conclure, je dirais que ce sens du travail, hein, qui a émergé dans les discours des salariés, il nous semble que c'est un concept qui est fondé théoriquement et qui est signifiant pour les acteurs et qui exprime, je dirais, et c'est pour ça peut-être qu'il est souvent repris maintenant dans les différents travaux, hein, y compris dans le livre blanc dont vous avez parlé, parce que il synthétise en quelque sorte, il cristallise, je dirais, une déception peut-être des salariés, hein, vis-à-vis du travail tel qu'il est organisé, tel qu'il est managé. Il nous semble, avec notre définition et la manière dont on tente de mesurer le sens du travail, que c'est une variable synthétique qui est très explicative, hein, de phénomènes qu'on observe sur le marché du travail, au-delà des risques psychosociaux classiques, hein, qui restent tout à fait pertinents. Donc ça apporte quelque chose en plus, selon nous, que de parler de sens du travail. Ça nous semble aussi pouvoir être un appui assez constructif pour les politiques de prévention, voilà, en réfléchissant à qu'est-ce qui pourrait permettre de redonner du sens au travail, voilà, de pouvoir bien travailler. Et évidemment, c'est un concept, en tout cas assez neuf dans notre discipline, hein, et voilà, et je pense qu'il y a d'ores et déjà des travaux qui viendront enrichir, hein, les réflexions sur le sens du travail, peut-être des travaux plus sectoriels, hein, et notamment voilà, dans votre secteur d'activité. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Pérez, pour cette intervention très intéressante, très dense aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées, beaucoup de concepts, et je pense qui ont résonné pour la plupart des participants participantes. En tout cas, moi, c'était le cas. Je trouvais ça tout à fait passionnant. Euh, alors du coup, comme l'expliquait ma collègue en préambule, là du coup, suite à l'intervention de Madame Pérez, il va y avoir effectivement un temps de questions possibles. Donc je ne sais pas s'il y a des participants ou des participantes qui souhaiteraient revenir sur certains points de la présentation de Madame Pérez ou qui ont des questions du coup en lien avec ça. Donc n'hésitez pas soit à les poser dans le chat, soit éventuellement à lever la main aussi. Et donc du coup, il sera possible avec notre collègue du coup dédié à la technique de pouvoir vous donner la parole. Mais voilà, je laisse quelques minutes euh, pour le ou la première question. On sait que c'est jamais simple de poser le ou la première question. J'ai peut-être voulu dire trop de choses, donc j'espère que ça n'a pas été trop étouffe, étouffe chrétien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont résonné aussi. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion du coup de lire vraiment en détail le livre blanc du travail social, qui lui-même aussi est un document assez conséquent. Mais ah, nous avons une première question dans le chat. Euh, Est-ce que vous pouvez développer du coup la question de la gouvernance démocratique? Vous l'avez évoquée en la laissant en suspens. Est-ce que vous pourriez revenir dessus? Oui, merci pour cette question qui me donne l'occasion de dire que parmi les facteurs qui sont associés au sens du travail, on voit qu'en moyenne, les salariés qui travaillent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ou qui travaillent dans les associations trouvent davantage de sens à leur travail que les salariés qui travaillent dans des organisations voilà, du secteur privé lucratif. Alors, ce que ça donne comme piste, c'est que des organisations du travail euh, plus démocratique, hein, c'est-à-dire organisée par exemple en SCOP, donc en société coopérative d'intérêt collectif, sont voilà, susceptibles d'être des environnements davantage propices à trouver du sens à son travail parce que les salariés sont partie prenante, on va dire, de la gouvernance de l'entreprise. Alors ça ne veut pas dire que c'est voilà, pareil partout et qu'il n'y a pas des difficultés à travailler dans des scopes. C'est souvent aussi le travail est plus intensif puisqu'il y a une certaine polyvalence hein, voilà, qui est nécessaire dans les scopes puisqu'il faut s'intéresser voilà, à des problèmes de gestion. Mais en tout cas, la gouvernance, les modes de gouvernance des organisations ont quelque chose à voir dans le sens du travail. Alors, il y a des collègues comme Dominique Méda ou Isabelle Ferreras qui, elles, plaident pour des entreprises avec une codétermination, comme ça se passe en Allemagne, c'est-à-dire avec des salariés représentés dans les conseils de surveillance des entreprises. Donc, il y a cette idée de donner voix au chapitre, hein, aux salariés. Donc, voilà un exemple de gouvernement plus démocratique de l'entreprise. Oui, et effectivement, je me permets de faire un petit parallèle le temps que notre collègue à la technique puisse donner la parole à la personne qui a levé la main. Mais effectivement, c'est un point qui est d'autant plus intéressant qu'il est aussi beaucoup porté à la fois dans le livre blanc du travail social et également dans un document que j'ai oublié de mentionner en amont, mais dans le manifeste du travail social de la phase qui avait été présentée à l'occasion des JTS. C'est le premier point d'ailleurs sur l'implication des salariés dans les organisations, avec évidemment des modalités à réfléchir collectivement de ce point de vue-là. Mais voilà, mais c'est un sujet qui est effectivement tout à fait pertinent. Alors, on a pas mal de questions dans le chat entre-temps. Est-ce que Olivier, la personne qui a levé la main, Ouais. C'est à tous. Non, la personne a baissé sa main. d'accord, Elle pas de peut souci. relever quand elle le désire. Alors, du coup, en prenant connaissance des questions dans le chat qui sont effectivement des questions. Lorsque le management par le chiffre s'applique à la structure, quelle marge dans l'animation et le soutien de l'équipe par la direction et par la gouvernance? Euh,
Quelle marge de manœuvre pour la direction, c'est ça, quand c'est le management par le chiffre qui s'impose? Oui, je pense que c'est effectivement une question voilà, un petit peu réflexive sur qu'est-ce qui est possible de faire finalement dans cette situation-là. Alors, c'est vrai que je dirais que ce constat qu'il y a un problème de mal-travail, on va dire, en France, il est assez partagé, y compris par une part du patronat, hein. Dans les assises du travail qu'avait commandé l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, hein, il y avait pas mal de développement sur le sens du travail avec voilà, un accord, on va dire, sur le diagnostic. Quand on en vient aux solutions, c'est là où peut-être les avis divergent. Certains pointent la responsabilité du management en disant le management n'est pas suffisamment bienveillant, mais c'est porter beaucoup de responsabilités aux managers qui sont, eux, pris entre un peu le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre des gouvernances de structures, d'entreprises qui demandent des rendements financiers, qui demandent des résultats de la performance, et puis des salariés qui sont mal au travail, etc. Donc, c'est difficile pour le manager ou les managers voilà, de trouver leur voie. Bon, néanmoins, constituer des espaces de discussion sur le travail, c'est peut-être des marges de manœuvre qui sont possibles pour les managers dans les entreprises. Euh, Discuter des objectifs, voilà, desserrer finalement, hein, la contrainte de la standardisation et du management par le chiffre, c'est peut-être aussi des choses qui peuvent être faites au niveau des équipes. Après, de manière plus structurelle, il y a des expériences, hein, de management plus démocratique du travail, management humaniste. On le voit, il y a des entreprises dites libérées, hein, les expériences d'holacratie ou de sociocratie, qui montrent que on peut gérer des entreprises différemment que de manière verticale. Alors, du coup, on va donner la parole à la personne qui avait levé la main et qui pensait qu'on la voyait pas, mais effectivement, elle avait bien été repérée. Par contre, du coup, alors, le temps que la personne puisse être mise en panéliste et pouvoir poser sa question, je me permets juste de faire un petit rappel sur le timing, parce que du coup, voilà, c'est malheureusement un temps assez contraint. Donc, du coup, ce sera la dernière question qu'on prendra du coup pour Madame Pérez, et après, on passera à la séquence suivante. Toutes les séquences étant en lien, rien ne dit que votre question ne pourra pas être prise plus tard ou posée plus tard. Mais voilà, donc du coup, je ne sais pas si Chloé, je pense. Ah, je ne sais pas si Chloé nous entend. Vient de passer Chloé en... Voilà, alors il faut juste que vous ouvriez votre micro, effectivement, et normalement, ça devrait être bon. Bonjour, est-ce que c'est bon? Bonjour. Super. Oui, ma question va beaucoup rejoindre celle de, je crois que c'est Tim Rothman. Effectivement, c'est une des problématiques, qui, pour moi et pour de nombreux collègues à qui je peux parler, hem, les affectent beaucoup dans leur sens au travail. C'est vraiment cette politique du chiffre avec des indicateurs qui sont, parfois très, flou, qui ne représente en réalité pas grand-chose. Malheureusement, on se retrouve souvent avec, cette exigence d'indicateurs et cette exigence de reporting qui n'est pas basée sur un management de la structure en tant que telle, mais sur des politiques publiques, des financeurs qui imposent, de management au final parce qu'on est obligé de faire de la politique du chiffre. Et justement, nous, en tant que structure qui aimerions faire évoluer ce type de, ce toute cette politique dans un meilleur sens peut-être, est-ce qu'il y aurait des pistes, des solutions, des hypothèses qui pourraient nous permettre aussi, nous, en tant que structure financée par, des politiques publiques, de leur faire comprendre que, même si c'est un peu utopiste, mais en tout cas, de donner une voix au fait que, cette manière de travailler n'est pas du tout une manière représentative de notre travail, n'est pas du tout, en fait, ne serait-ce qu'une bonne manière de travailler. Hmm.
Bah, c'est effectivement, là, je vois tout à fait, enfin, les contraintes dans lesquelles vous êtes plongé. C'est d'autant plus douloureux dans un secteur où, je dirais, le travail ne se prête pas à la taylorisation, à la standardisation, et où la qualité, finalement, elle se négocie avec les personnes accompagnées. Donc, c'est d'autant plus absurde. Pour les financeurs, je pense qu'il y a des travaux qui montrent les liens entre performance économique, performance des organisations et bien-être au travail. Euh, et c'est un peu paradoxal parce que souvent, et en tout cas dans le privé, ça devrait pas être le cas dans le public, mais dans le privé en tout cas, les détenteurs de capitaux qui possèdent les entreprises sont obsédés par les rendements à court terme. Et à court terme, quand on épuise la main-d'œuvre et qu'on trouve toujours de quoi la remplacer, bon, finalement, les entreprises restent efficaces. Mais elles pourraient l'être davantage et plus innovantes, notamment si elles prenaient soin finalement de leurs travailleurs. Donc, dans le secteur public, si on veut avoir des enseignants, si on veut avoir des éducateurs, des éducatrices, voilà, si on se plaint de ne pas avoir des personnes qui se présentent au concours, bah, il faut prendre soin du travail. Et c'est le gage d'avoir voilà, des personnes à mettre en face des publics qui en ont besoin et qui restent et qui sont performantes au travail, hein. Donc il y a une logique comme ça d'épuisement des ressources qui est au final contre-productive. Mais comme les financeurs sont très à distance du travail réel, euh, ils sont un peu aveugles à ce qui se passe. Donc voilà, je suis pas, je dirais, je n'ai pas enfin, de choses opérationnelles à vous dire. Voilà, si ce n'est que ça empêche finalement la performance des organisations que de les soumettre à, à ces standardisations et à ces indicateurs qui sont valables pour les financeurs, mais qui ne disent rien de la manière dont est effectué le travail. Merci beaucoup. Mais alors malheureusement, je suis obligée de demander d'en faire enchaîner à la séquence suivante parce qu'on a pris un petit peu de retard et c'est toujours un exercice un peu frustrant. Mais merci beaucoup du coup Coralie Pérez pour cette première séquence qui nul doute va résonner avec la séquence suivante qui est du coup plus sur une approche subjective, en tout cas un peu réflexive, mais je ne donne pas plus de détails. En tout cas, c'est une séquence qui s'intitule Travail pensé, travail possible, comment les professionnels s'adaptent et composent avec la réalité du terrain. Et pour ça, je vais passer la parole à Éléonore, donc Éléonore Lemeur, éducatrice spécialisée et notamment à la Fondation Massé Trévidy en Bretagne. Mais du coup, je te passe la parole, Éléonore. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis éducatrice spécialisée sur un dispositif mobile dans 3 communautés de communes du Finistère, donc des communes rurales. Je suis rattachée à un établissement qui se compose d'un CHRS, plusieurs hébergements d'urgence, des lits halte soins santé, une pension de famille et puis des accompagnements de coordination thérapeutique. Moi, je vais vous donner un petit peu ma vision des choses sur l'écart donc, entre travail pensé et travail vécu, entre travail idéalisé et travail vécu. Donc, c'est vrai que pendant les formations de travailleurs sociaux, on est très formé à la relation humaine. L'accent est mis sur l'empathie, la bienveillance, l'attention à donner à la temporalité des gens dans leur parcours. En théorie, nous sommes formés pour être dans la prise en compte et en soin des personnes vulnérables. Un autre axe de la formation, c'est aussi celui de présenter le travailleur social comme un acteur de la paix sociale, un promoteur de la loi. Il se trouve que dans la pratique, avec l'évolution des politiques publiques et le désengagement croissant de l'État, notre action auprès des gens et des personnes qu'on accompagne est rendue bien contraint et bien difficile. Donc le manque de moyens alloués à notre travail génère un énorme décalage entre la manière dont on aimerait intervenir auprès des personnes et la réalité de ce qui est possible de faire. Nous faisons de plus en plus avec des injonctions paradoxales. D'un côté, un État qui crée des lois et des règles qui instituent des droits,
selon des critères bien définis, par exemple avoir droit à de l'allocation logement, à du RSA, etc. Et de l'autre, une administration donc, qui doit administrer pardon, ces lois et délivrer ce droit et le verser, qui est de plus en plus compliqué. C'est donc difficile parfois pour nous d'être des acteurs de la paix sociale et des promoteurs de la loi, puisqu'on peut considérer par moments que ça n'a plus de sens ou c'est plus applicable. Et c'est là où on a une perte de sens à notre action et que ça peut devenir des fois très envahissant. Pour exemple, je parle des contrôles aléatoires du RSA ou des systèmes de notation de la CAF ou le développement de la conception du bénéficiaire d'aide sociale comme un potentiel fraudeur. Donc le manque de moyens, il impacte, c'est ce que vous disiez juste avant, hein, c'est que le manque de moyens impacte en cascade toutes les strates du travail social, donc les directions départementales, qui du coup qui sont plus tatillonnes sur des prolongations de séjour en n'ayant pas trop conscience et pas trop l'image de ce que ça peut être vraiment le travail de terrain. Donc ça produit un décalage entre les deux. Les conseils départementaux, hein, qui ont des moyens bien plus réduits actuellement, la hiérarchie des établissements, comme je pense à la fonction de chef de service, qui a souvent disparu dans nos établissements. Et du coup, ça donne une fonction qui était d'abord assumée par un chef de service et un directeur avec vraiment des fonctions différentes, qui est cumulée dans une seule fonction de directeur avec la charge du budget, des relations avec les financeurs, de la logistique, du cadre de l'établissement, et puis tout ce qui concerne le travail éducatif. Ça me fait penser aussi aux congés qui sont non remplacés, qui mettent des équipes sous tension, des remplaçants qui font des amplitudes très compliquées, à répétition, sans temps de repos, ce qui fait que ça déstabilise beaucoup le cadre de nos établissements. Donc ce manque de volonté d'allouer des moyens au travail social, il produit du mal-être chez les travailleurs sociaux, qui sont toujours confrontés à des situations toujours plus confrontés à des situations de grande précarité et qui finit en dernier lieu par avoir un impact sur les personnes que nous accompagnons. Et dans ce type de contexte, nous sommes d'autant plus confrontés à des situations très déstabilisantes émotionnellement ou par projection des situations des personnes ou face à des réactions violentes de leur part. Donc, entre ces contraintes liées aux politiques publiques et la situation des gens qui est de plus en plus difficile, on voit bien l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale et les risques que ça peut comporter. Tendance à ne plus avoir d'empathie face à la détresse des gens, comme si un glissement s'opérait dans la manière d'appréhender les choses. Par exemple, moi, c'est des choses assez classiques, hein, qu'on voit des fois apparaître comme ça un petit peu en marge, mais bon, qui apparaissent quand même. C'est se demander si la personne dit vraiment la vérité, si elle exagère pas un peu trop, enfin des choses comme ça, des glissements comme ça, qui montrent un peu que les professionnels, ils ont tendance peut-être à des fois à plus en pouvoir et à se blinder. Une sorte d'usure un peu compassionnelle. Ou au contraire, une tendance à plus pouvoir se mettre suffisamment à distance et commencer à développer des symptômes comme de l'insomnie, des conduites d'évitement ou voilà, des burn-out, de l'absence au travail en tout cas. Pour essayer de prévenir ces risques, je pense qu'il est important d'être attentif à nos propres ressentis, à des changements qu'on peut percevoir en soi, et surtout de pouvoir en parler aux collègues, à l'équipe. Je pense que le groupe, il protège beaucoup de tout ça. C'est-à-dire pouvoir confronter ses propres ressentis à ceux des autres personnes et de pouvoir du coup identifier si on est vraiment, enfin, s'il y a des signes chez nous qui montrent de la souffrance. C'est essentiel aussi de réfléchir à ses limites. Faut pouvoir avoir du temps dégagé pour se réunir entre collègues dans des cadres de séances d'analyse de pratiques professionnelles ou avec l'aide la plupart du temps d'un psychologue, d'approfondir la réflexion, de tenter d'éclairer des réactions des personnes accompagnées, d'essayer de définir collégialement de manière
des manières d'accompagner plus adaptées, d'évoquer ce qu'on a pu ressentir, ce que je disais à tel moment, et pouvoir le confronter à celui au ressenti des autres collègues. Des séances de supervision aussi qui sont utiles. Elles sont différemment axées sur des questions plutôt d'organisation du travail ou sur le fonctionnement de l'équipe, sur les liens avec la hiérarchie, sur la manière dont les décisions sont prises. Et pour ma part, j'ai pu également bénéficier de séances avec un sociologue, des séances de supervision, où on était plutôt amené à réfléchir à des phénomènes systémiques, des processus d'exclusion, l'évolution des politiques sociales, voilà, des choses comme ça. Voilà, en gros, pour mon témoignage. Je pensais aussi à une question qu'avait posée, je crois que c'est Chloé juste avant, par rapport au fait de remonter aux décideurs le fait que la manière dont ils envisagent les choses ne fonctionne pas sur le terrain. Et ça m'a fait penser à la participation des personnes accompagnées aussi. Ça, c'est très important, en fait. Ça permet aux personnes accompagnées de pouvoir expliquer la réalité de leur vie et de leur vécu. Et ça, c'est assez important. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop vite. Non, merci beaucoup, Éléonore. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre témoignage qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes qui sont en ligne avec nous et qui vont se retrouver dans ce que vous avez pu partager et puis du coup les outils que vous utilisez finalement au quotidien pour dans votre pratique quotidienne. Je pense que ça fera bien le lien aussi avec ce que vont nous partager Wafa et Aude sur la troisième séquence. Là, je crois qu'il y avait une main levée. Olivier, mon collègue, m'a dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, donc peut-être une question pour vous, Éléonore. Et sinon, après, je donnerai la parole à Olivia pour savoir s'il y a des personnes qui ont des questions dans le chat. Olivier, Oui, je viens de nommer Rabia Mazouni comme panéliste. On devrait le voir apparaître. eh bien, si vous nous entendez, normalement, vous allez pouvoir poser votre question. Ah, je relance. Oui, Rabia, vous pouvez allumer votre micro. Peut-être qu'en attendant que Rabia nous rejoigne, on peut regarder s'il y a des questions dans le chat. Alors effectivement, alors plus que des questions, il y a beaucoup de commentaires effectivement dans le chat aussi pour du coup remercier Éléonore et également voilà pour dire effectivement que cette intervention était très parlante et du coup vraisemblablement il y a beaucoup de participants et de participantes qui se sont reconnus aussi dans cette intervention qu'a pu faire Éléonore. Il y a une question un peu plus précise qui concerne effectivement l'analyse de la pratique, mais alors je vais la lire, mais à mon sens, elle sera peut-être à conserver pour la troisième séquence. L'analyse de pratique et l'accompagnement d'un psychologue est-il généralisé dans tous les métiers du médico-social et social? Voilà, je ne sais pas si Éléonore a éventuellement une réponse à y apporter, mais peut-être que c'est une question qu'on pourra voilà, se garder sous le coude pour la troisième séquence. Moi, je dois dire que j'ai quand même travaillé, ça fait une vingtaine d'années que je travaille, et ça fait peut-être 10 ans que c'est vraiment quelque chose d'institué dans l'établissement, l'analyse de pratique. Ça a mis du temps à se mettre en place. Vraiment. En effet, Wafia et autres pourront y revenir dans la séquence suivante. Olivier, est-ce que tu as réussi à Euh, connecter? non, je crois que Rabia a des soucis à activer son son. Euh, En revanche, on a une autre main levée, Déborah Jesop. Je vais la promouvoir panéliste. Déborah, si vous voulez bien activer votre micro. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah oui, la vidéo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis chargée de mission en alternance à la PAS, Association pour l'action sociale et éducative.
donc en Ille-et-Vilaine. Je ne sais pas quel est le territoire là, des participants et participantes. Et donc, je m'occupe notamment de la mise en place d'une cellule d'appui à la participation, donc pour accompagner les professionnels qui sont sur le terrain pour mettre en place voilà, toutes sortes de démarches de participation des personnes accompagnées. Et si vous voulez bien, Madame Lemeur, juste en dernier, vous disiez que la participation des personnes accompagnées peuvent être peut être un levier pour, alors je crois, c'est quoi, faire remonter leur réalité et de faire en sorte que, du coup, peut-être que les politiques publiques soient plus à l'écoute de leur réalité. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire? Est-ce que vous Oui. pouvez développer sur par exemple, enfin, comment, quoi, voilà, peut-être des pistes sur cette question-là. Euh, on a des personnes qui sont représentantes en fait des conseils consultatifs des personnes accompagnées, sur des instances régionales, et puis ensuite elles montent sur des instances plutôt nationales. Il y a aussi le groupe d'appui national sur la participation des personnes accompagnées. Et en fait, ils participent aux travaux sur des livres blancs, des fois, sur des. Moi, je sais qu'il y a des personnes qu'on accompagnait ici, ça fait quelque temps déjà, ça fait une dizaine d'années, mais qui avaient rencontré des ministres, le ministre de la Santé, pour faire porter des revendications. En fait, D'accord. ils travaillent sur des thèmes, sur des thématiques, avec des travailleurs sociaux, avec des chefs d'établissement, de façon collégiale, en fait, où l'idée, Mhm. c'est de témoigner de son expérience, de son vécu, de ses difficultés. Et puis, ces paroles sont portées après plus haut, quoi, vers les députés, vers des ministères, etc. Et ça, voilà, c'est très intéressant. Et ça, est-ce que ça a apporté des fruits directement? Je pense que ouais, je pense que ça a eu un impact. Voilà, Mhm. D'accord, je vous remercie pour ces précisions. je vous en prie. Je me permets juste de faire une petite incise parce que Éléonore l'a évoqué du coup en parlant à la fois des groupes consultatifs et aussi de ce qu'on appelle du coup un GAN, donc un groupe d'appui national. Alors ce sont deux choses assez particulières. Les conseils consultatifs sont ce qu'on appelle les conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et ou l'ayant été. Donc l'acronyme est CRPA, donc que parfois certains et certaines d'entre vous ont déjà pu rencontrer ou du moins ont déjà pu y assister. Et en fait, ce sont des instances régionales. Donc, il y en a 13, une par région. Et effectivement, il y a également une instance nationale, qui est le Conseil national des personnes accueillies et accompagnées et ou l'ayant été. Le sigle est long, mais il est important aussi pour les personnes. Mhm. Et effectivement, ce sont des instances par les personnes et pour les personnes accompagnées qui se réunissent voilà, de manière assez régulière et notamment pour travailler du coup à l'évaluation et des politiques publiques et aussi l'élaboration de tout un tas de propositions en lien avec l'évaluation des politiques publiques sur les sujets, évidemment, qui les concernent. L'idée étant de dire que qui mieux que les personnes concernées sont les plus indiquées, du coup, pour pouvoir formuler des propositions, des travaux, et notamment sur les questions de politique publique. Ça, c'est pour ce qui concerne les CRPA. Donc, c'est un réseau, Mhm. hein, il faut bien l'avoir à l'esprit, et notamment les porteurs, on va dire, institutionnels des CRPA sont pour grande partie la Fédération des acteurs de la solidarité sur les régions qui sont concernées et également la Fondation de l'Armée du Salut et les UNIOPS, enfin, les UNIOPS et les URIOPS. Pour ce qui est des GAN, ça aussi, c'est une dimension qui est importante parce qu'elle illustre aussi la question de la participation plus globalement que uniquement des personnes accompagnées. Alors, je vais vraiment être très rapide parce qu'en plus, on est en train de prendre du retard dans le déroulé du webinaire, mais voilà, la fédération a ce qu'on appelle des groupes d'appui nationaux qui sont des groupes du coup représentatif du réseau de la Fédération des acteurs de la solidarité, donc avec des adhérents et notamment des personnes accueillies et accompagnées. Et parmi tous les groupes thématiques qui peuvent exister, il y en a notamment deux qui ici sont peut-être un peu plus pertinents que d'autres, c'est-à-dire le groupe d'appui national participation, donc qui rassemble un ensemble de personnes accueillies et accompagnées, mais également de professionnels sur le sujet de la participation et qui a notamment récemment travaillé, publié le plaidoyer
participation de la FAS, que je pourrais vous remettre dans le chat si cela vous intéresse et qui rassemble voilà, un ensemble d'éléments et du coup tout ce qui va avoir trait à la position de la FAS sur le sujet de la participation, et également un groupe d'appui national du travail social, sur le sujet pardon, du travail social qui rassemble un ensemble de travailleurs et travailleuses sociaux parmi les adhérents du réseau et qui là également voilà, produisent un certain nombre de travaux et sont en lien aussi avec tout ce qui va être les instances de gouvernance du réseau de la FAS. Voilà, mais ça aussi, c'est pour faire un petit lien avec ce qui a été dit sur la question des modes de gouvernance et notamment de ce qui peut être fait de ce point de vue-là. C'est évidemment loin d'être l'idéal quand on peut parler voilà, de mouvements de gouvernance idéalement extrêmement horizontaux et démocratiques, mais ce sont des premiers leviers qui sont mis en place et qui ont notamment pour ambition de pouvoir réfléchir cette question-là des modes de gouvernance. Mais sur ce, je m'arrête là. Marie, je te repasse la main. Merci beaucoup, Elvire. En effet, on va devoir continuer puisqu'il nous reste plus qu'une heure pour ce webinaire et passer à la troisième séquence. On a bien vu, on a vu qu'il y avait beaucoup de commentaires dans le chat qui concernent particulièrement justement l'APP, les groupes d'analyse des pratiques professionnelles, et puis finalement l'enjeu de ces groupes-là. Est-ce que c'est que pour parler des situations, les questions qui sont posées, ou est-ce qu'on peut aussi parler de soi-même dans sa pratique ou de son parfois mal-être au travail? Il y a ces questions-là qui sont posées. Il y a ce que l'on peut faire si les gouvernances ou directions ne souhaitent plus mettre en place ou s'il y a un trou finalement dans les groupes d'analyse des pratiques fonctionnelles. Et donc, je vous propose que ces questions soient plutôt basculées sur nos deux dernières intervenantes qui sont plutôt expertes justement sur la question des outils et de ce que l'on peut mettre en place au sein des structures avec et pour les équipes, pour les accompagner, pour qu'ils puissent penser leurs pratiques professionnelles et puis pour qu'ils puissent trouver, qu'ils et elles puissent trouver des outils et des leviers au quotidien. Donc pour ça, je vais donner la parole tout d'abord à Wafia Bouroubi, qui est docteur en psychologie clinique et qui travaille et ingénieur de recherche chez AlphaPsy dans un premier temps, pendant un petit quart d'heure. Ensuite, Aude Caria, qui est directrice du Psychom, prendra également la parole et nous aurons un temps d'échange avec les participants. Et donc je pense que, au moins pour partie, elles vont répondre à une partie des questions qui sont dans le chat, puisqu'elles vont parler de l'APP, mais pas que, puisque c'est un outil, mais ce n'est pas le seul. Pas le seul. Wafia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bah, finalement, mon intervention va complètement être dans la suite de ce que Éléonore ou bien Coralie ont pu développer. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présente et merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur un sujet qui est fondamental, qui est la santé mentale des professionnels dans le secteur social, où vous êtes finalement chaque jour confronté à des réalités humaines complexes, souvent difficiles et pourtant indispensables pour notre société. Votre santé et votre bien-être mental est au cœur de cette équation et il s'agit d'une problématique qui est aussi collective et systémique, ou en tout cas c'est la conviction que nous en avons à AlphaPsy. La santé mentale des professionnels est façonnée par de multiples facteurs qui interagissent sur les plans individuels, collectifs, mais également organisationnels. Prendre soin de sa santé mentale, c'est donc aussi prendre soin du tissu social tout entier, comme l'a largement démontré d'ailleurs Coralie Pérez. Aujourd'hui, pour cette présentation, nous allons explorer ces différentes dynamiques à travers différents angles. Je vais aborder avec vous les enjeux liés aux espaces de résonance, la question de la santé relationnelle et collective et la notion de qualité empêchée. Cette notion qu'on va largement approfondir par la suite, qui désigne finalement toutes les situations où vous souhaitez accomplir un travail de qualité, mais où les conditions matérielles, institutionnelles ou encore organisationnelles, voire politiques, ne nous le permettent pas pleinement. Ce frein est souvent source de frustration, de stress, mais voire d'un sentiment de perte de sens. Alors, je vous invite tout le long de cette présentation de porter une attention bien particulière à vos propres vécus, en les considérant toujours comme des savoirs expérientiels qui sont précieux. Alors, pour commencer, il est important de rappeler et de souligner que notre environnement de travail ne se limite pas à un simple espace d'action. En réalité, il s'agit également d'un espace psychique et de résonance. Le lieu du travail n'est pas uniquement un endroit où nous accomplissons des tâches, où nous accomplissons nos missions. Il est aussi un cadre, un environnement où nous ressentons, nous échangeons, nous nous engageons, tant sur le plan individuel que collectif. Cet espace devient ainsi le reflet de nos histoires, de nos expériences, de nos émotions, mais également de nos valeurs que nous apportons inévitablement dans notre pratique quotidienne.
D'un point de vue psychologique, il est illusoire et il est même dangereux de nous diviser en tant que moi professionnel d'un côté et moi personnel intime de l'autre. Comme si quand on arrivait et qu'on passait la porte de notre travail, on laissait ce qu'on est à la porte. Nous sommes des êtres entiers qui interagissent de manière globale et holistique avec notre environnement de travail. Et c'est en ce sens que ce dernier constitue un espace de résonance, c'est-à-dire un cadre dans lequel, quand on s'exprime, quand nous partageons, mais même quand on agit en tant que professionnel, on le fait au regard de ce que nous sommes, mais également de notre manière d'être au monde. C'est là où il est essentiel d'autoriser des espaces de résonance qui dépassent la simple communication technique ou fonctionnelle ou de permettre des lieux où la parole résonne, trouve un écho, stimule la réflexion, ainsi que l'ouverture des perspectives. C'est là où ça peut permettre l'émergence d'un sens partagé qui va renforcer le soutien mutuel et permettre d'explorer ensemble les ressentis, les doutes et les tensions qui nous animent légitimement. Ce que nous vivons chaque jour, que ce soit auprès de nos collègues, des personnes que nous accompagnons ou au sein de nos institutions, peut soit nourrir notre sentiment d'appartenance, soit au contraire isoler. Prenons l'exemple très concret d'une équipe où chaque membre se sent libre de partager ses difficultés, ses doutes, ses émotions sans peur du jugement. Donc ça signifie que créer des espaces de résonance positive peut non seulement soulager la charge mentale de chacun, mais aussi renforcer l'entraide et notre créativité collective. À l'inverse, un environnement qui va être marqué par des échanges qui sont rares ou qui sont conflictuels risque de devenir des facteurs majorant le stress, voire l'isolement. C'est d'autant que lorsque cet équilibre est perturbé par des pressions organisationnelles ou des contraintes institutionnelles, cela va provoquer de fait une dissonance personnelle intérieure. C'est ici d'ailleurs que le concept de qualité empêchée trouve d'ailleurs tout son sens. Lorsque nos aspirations professionnelles sont entravées par des contraintes qui nous sont externes, un malaise profond interne peut s'installer, impactant notre santé mentale et donc notre engagement également. Le terme introduit par le chercheur Yves Clos désigne ces situations d'ailleurs où les professionnels ressentent l'impossibilité de faire leur travail de manière efficiente, malgré leur volonté, malgré leurs compétences. Cette dissonance entre l'idéal professionnel et les réalités du terrain peut entraîner des sentiments d'impuissance et d'efficience chutés, qui va directement impacter encore une fois notre santé mentale. Selon Christophe Dejour, le contexte de travail peut agir comme un amplificateur de souffrance ou à l'inverse, devenir un espace de soutien et de reconnaissance. C'est là où, encore une fois, le concept d'espace de résonance qui a été développé par Hartmut Rosa souligne combien il est essentiel que chacun puisse se sentir écouté, reconnu, mais également connecté à ses pairs. Cette résonance positive confère du sens au travail, nourrit l'estime de soi et il va renforcer notre engagement. Mais lorsque la résonance est coupée, ou quand la qualité de notre travail est entravée, le ressenti d'épuisement s'intensifie comme si chaque effort restait sans écho, nous plongeant dans un vide de sens. Alors pour illustrer ces dynamiques, on peut très bien imaginer un service d'accompagnement où les équipes sont confrontées à des pressions institutionnelles pour remplir des quotas ou réaliser par exemple des évaluations rapides, au détriment du temps nécessaire pour écouter les bénéficiaires. En tout cas, c'est quelque chose que nous vivons très souvent dans nos interventions. C'est dans cet environnement, la qualité de l'accompagnement devient un enjeu donc qui est conflictuel entre des objectifs organisationnels d'un côté et les valeurs du travailleur social. Si un espace de résonance est instauré, par exemple un groupe de parole régulier où les travailleurs peuvent partager leur expérience et co-construire des solutions, l'APP va être plutôt sur les enjeux liés à la pratique, par exemple. On peut avoir des groupes institutionnels qui, eux, vont travailler la mise en lien entre les organisations et le travail concret du quotidien. Donc, le sentiment de résonance et de soutien collectif peut être alors restauré. Cela montre à quel point, encore une fois, l'interaction entre l'individu, entre ce que nous sommes individuellement et notre environnement de travail est centrale pour la santé mentale individuelle, mais également l'épanouissement professionnel. Alors, concernant l'épuisement professionnel, vous avez peut-être déjà ressenti ce que l'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Il se manifeste par un épuisement qui est souvent physique, émotionnel, mental, souvent provoqué par un stress prolongé. Cela peut ressembler à une fatigue qui ne s'atténue jamais, des pertes des mémoires, des difficultés d'attention, une distance émotionnelle. Éléonore parlait de se couper de son empathie, ou encore à une perte de motivation.
Ce phénomène s'observe particulièrement d'ailleurs dans les métiers de l'accompagnement où le lien humain est central et où les enjeux émotionnels sont intenses. Je ne vais pas plus développer parce que Aude Caria va largement développer cet aspect par la suite. Mais il est important de rappeler, deuxième point, que travailler quotidiennement avec des personnes en grande précarité ou en souffrance peut générer ce qu'on appelle un effet miroir, c'est-à-dire un mécanisme par lequel nous ressentons la douleur, la détresse et les difficultés de l'autre, souvent de manière inconsciente dans son ampleur. On en voit le haut de l'iceberg, mais tout l'impact émotionnel que ça va avoir sur nous peut rester très inconsciente. Et puis on peut rentrer chez soi en gardant par exemple une situation en tête, ne pas réussir à endormir et elle va nous suivre encore quelques jours. Cette résonance émotionnelle peut être difficile à supporter lorsqu'elle est constante ou lorsqu'elle s'accompagne d'autant plus d'un sentiment d'impuissance. En d'autres termes, si on a l'impression de ne pas pouvoir aider comme on le souhaite ou de voir tous nos efforts et les efforts de la personne concernée se heurter à des contraintes situationnelles, structurelles, institutionnelles, voire politiques, cela va augmenter le risque d'épuisement. Albert Bandura a démontré que la perception que l'on a de notre propre efficacité personnelle joue un rôle déterminant dans notre motivation et notre résilience. Lorsque cette perception d'efficacité personnelle s'effrite, la valeur et le sens du travail se trouvent profondément fragilisés individuellement. En effet, lorsque nous ressentons que nos actions semblent vaines ou insuffisantes, on peut perdre progressivement le désir d'agir, s'épuisant à tenter l'impossible dans des contextes qui nous sont parfois défavorables. Et cela peut survenir, par exemple, lorsque les résultats concrets ne correspondent pas aux efforts investis et que l'on se heurte à des obstacles. C'est alors que les injonctions paradoxales, qui a été aussi contradictoires, pardon, qui ont été abordées précédemment, peuvent représenter une source, encore une fois, qui va majorer notre souffrance dans le milieu professionnel. Il s'agit de ces situations où les attentes imposées à un individu sont opposées ou difficiles à concilier, souvent intrinsèquement liées aux tendances gestionnaires de nos institutions. Yves Clos, ici, parle de souffrance sur le plan éthique, donc la souffrance éthique. C'est quand on a ce sentiment profond d'un décalage entre nos valeurs et les réalités imposées par le travail. Pour contrer cette souffrance éthique, il est important de retrouver des espaces de sens, de résonance, mais aussi des moyens de réduction de ces situations de qualité empêchée, c'est-à-dire une mise au travail sur les différents niveaux, sur les différents systèmes de nos institutions. Ce n'est pas simplement envers les personnes concernées, ce n'est pas simplement auprès de l'équipe, mais c'est aussi envers un travail au niveau de nos organisations, de nos institutions, mais également de nos modalités de gouvernance. Pour renforcer le bien-être des professionnels, il est nécessaire également de se concentrer sur ce qu'on appelle la santé relationnelle et collective. C'est-à-dire que la santé individuelle, elle appartient à une santé, à un domaine plus global, plus collectif. Cela commence par l'établissement d'espaces de parole structurés, où chacun peut librement s'exprimer sur ses réussites, ses défis, ses émotions, ce qu'on appelle des espaces qui deviennent des cadres contenants, selon René Caès, et qui va offrir un lieu sécurisant, c'est-à-dire d'avoir des espaces assez sécurs pour qu'on puisse aborder nos doutes, nos émotions de manière sécurisée. Cela va renforcer le sentiment d'appartenance au groupe. Quand une équipe se sent soutenue par ce cadre collectif, le stress et les tensions quotidiennes sont par définition atténuées, facilitant l'expression de nos ressentis et l'acceptation de nos propres vulnérabilités. Le travail devient dès lors cette fonction de transformation personnelle, collective, voire communautaire, fructueuse et porteuse de sens. C'est ici, pour nous, qu'entre en jeu la notion d'intelligence collective. Alors, ce concept, il a été développé par Dewey, puis plus largement par Pierre Lévy, et il se définit comme la capacité d'un groupe à penser, agir et s'adapter ensemble. Cette dynamique prend tout son sens dans le cadre d'un environnement de travail où les contraintes institutionnelles et les défis sociaux, notamment, peuvent paraître écrasants. Lorsqu'une équipe se réunit pour réfléchir collectivement à de nouvelles approches, elle renforce sa cohésion et sa créativité tout en trouvant des solutions très concrètes pour réduire les effets de cette qualité empêchée. C'est donc ces situations où les aspirations professionnelles se heurtent aux contraintes de la réalité. L'intelligence collective devient une clé précieuse pour transformer les gouvernances, les organisations et leur fonctionnement de manière significative. En mobilisant les savoirs,
les expériences et les perspectives de chacun. Elle crée un terrain fertile pour des décisions plus éclairées, plus inclusives, mais également plus cohérentes avec les réalités de terrain. Lorsqu'elle s'inscrit dans la gouvernance, l'intelligence collective permet d'ouvrir des espaces de dialogue également authentiques, d'envisager une gestion démocratique ou horizontale et d'en dépasser les modèles hiérarchiques traditionnels. Elle réinvente le pouvoir de la décision partagée en encourageant la co-responsabilité et l'implication active de tous les acteurs. Il s'agit ici de retrouver le sens. Enfin, l'intelligence collective impacte directement le fonctionnement quotidien en créant une culture de collaboration et de résonance et de soutien mutuel. En valorisant ainsi la diversité des contributions et en favorisant une dynamique d'équipe organique, elle permet de relever les défis complexes avec créativité et efficacité de ce fait. Par ce biais, elle transforme de facto les lieux de travail en espaces vivants de réflexion et d'action où chacun peut trouver du sens et contribuer activement au progrès collectif. Enfin, j'aborderai aussi la notion de rétablissement et d'empowerment, qui, vous savez, est très cher à Alpha Psy, mais également très important aujourd'hui dans le domaine de la santé mentale. Le rétablissement est souvent associé aux personnes concernées, mais elle peut également s'appliquer aux professionnels eux-mêmes. Retrouver du sens dans son travail, renouer avec ses valeurs et redécouvrir son engagement initial est une forme de rétablissement professionnel. Ce processus ne peut être atteint de manière individuelle sans un soutien collectif. L'empowerment individuel, donc la reprise de pouvoir qui se veut durable, repose de fait sur un empowerment collectif dans lequel chaque membre de l'équipe soutient les autres et les objectifs et les conditions de travail sont définis ensemble et où chacun peut exercer son rôle avec une certaine autonomie. Alors, pour conclure, j'espère ne pas avoir dépassé, il est essentiel de créer des écosystèmes respectueux de nos singularités et de nos aspirations pour une meilleure santé mentale individuelle et collective. Cela nécessite d'agir sur plusieurs fronts: la gouvernance de nos institutions, leur organisation, leur fonctionnement, le management, mais également les dynamiques d'équipe, une redéfinition de la relation d'aide et la participation des personnes concernées. Il s'agit de bâtir des environnements de travail favorisant l'intelligence collective à travers des approches telles que la gouvernance démocratique ou horizontale, des cadres propices à la résonance et à la co-construction qui s'appuient sur des méthodes apprenantes, ce qui va permettre d'offrir des espaces où l'expérience peut être partagée en sécurité, dans le respect mutuel et dans le respect aussi de la capacité à chacun d'évoluer. Donc, il s'agit par contre de prendre du temps, le temps que l'on ne prend ou que l'on ne s'autorise plus. Il s'agit du temps de l'analyse des pratiques, il s'agir du temps de la supervision et le temps de formation-action, le temps de co-développement, le temps pour penser, le temps pour mettre en sens, le temps pour co-construire. En tout cas, il s'agit d'une conviction profonde qui nous anime à Alpha Psy. Avant de vous quitter, je vous invite à réfléchir peut-être individuellement à tous ces petits gestes que nous pouvons faire au quotidien, les initiatives que nous pouvons mettre en place pour renforcer cette résonance et cette cohésion au sein de nos équipes. Avec cette idée centrale, comment pouvons-nous ensemble créer des espaces de soutien et de sens, protégeant ainsi notre santé mentale et notre capacité à accomplir un travail de qualité. Faut ne jamais oublier que nos réflexions et nos actions individuelles peuvent avoir un impact immense, immense. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Aude. Merci. J'enchaîne direct. Merci beaucoup, Wafia. En effet, on va vous laisser enchaîner directement parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Ok, ça S'il y a marche. des questions à toutes les deux en dernière séquence. Je Ça vous marche. laisse commencer et je vais essayer de vous donner la main sur le PowerPoint. Ouais. Vous me dites si ça marche, je peux. Normalement, vous pouvez y aller, Aude. D'accord. Ok, très bien. Merci. Je voulais d'abord remercier les organisatrices, organisateurs de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Un petit merci spécial pour Jean-Marc Antoine. On chemine sur le chemin de la santé mentale depuis plus de 20 ans maintenant.
Je trouve que le thème que vous avez choisi d'aborder dans cette séquence de webinaire est vraiment innovant. Enfin, innovant pas au terme de la problématique, mais le fait de l'aborder vraiment comme une problématique, de s'intéresser à la santé mentale des professionnels. Je vais me présenter un peu rapidement. Donc, moi, je suis directrice de Psycom, qui est un organisme national d'information sur la santé mentale. Et avant toute chose, je déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt avec les industries de santé, ni Psycom, qui n'est financé que par des fonds publics. Donc, Psycom, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme public qui, depuis plus de 30 ans, informe, oriente et sensibilise sur la santé mentale. Donc, nos missions sont vraiment de proposer une information fiable, accessible et indépendante sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins, l'accompagnement, etc. Donc, ça passe par des brochures, des revues de presse, un site web à 360 degrés, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Sur l'orientation, bah, pareil, sur notre site, on a développé des outils qui permettent de s'orienter pour trouver de l'accompagnement euh, dans le cas de problèmes de santé mentale. Donc, ça passe par des annuaires, des ressources sanitaires, médico-sociales et sociales, un guide des lignes d'écoute en ligne. On, on est les seuls à faire ça et qui est une des pages les plus consultées du site. Donc, c'est une ressource importante pour les gens qui vont pas bien. Une carte des groupes d'entraide mutuelle, les associations d'entraide. Donc, ça, c'est pour la mission d'orientation et pour la mission de sensibilisation. Psycom développe des outils pédagogiques, crée des outils pédagogiques pour expliquer la santé mentale, faire évoluer le tabou, lutter contre la stigmatisation, parce qu'on sait que, et c'est pour ça que vous vous y intéressez aussi, la question de la santé mentale est devenue une préoccupation pour l'ensemble de la société. Mais parfois, on se rend compte, enfin nous on le voit au niveau du nombre de sollicitations qu'on a par semaine. On a des sollicitations, à peu près une quinzaine de sollicitations par semaine d'organismes, d'associations, d'élus, de différents professionnels qui veulent comprendre ce que c'est que la santé mentale et comment on s'attaque à la question. Donc, au niveau de la face, ça fait un moment que vous avez embrassé le sujet. Mais voilà, on a développé des outils pour des médiations pour parler de santé mentale. C'est pas seulement pour parler de santé mentale avec les gens qui vont pas bien, mais pour parler de santé mentale en règle générale, parce qu'on a un déficit d'éducation à la santé mentale dans notre société et que c'est vraiment littéralement toute la population qu'il faut sensibiliser de l'enfant à naître au président de la République. Alors, moi, la demande qui m'avait été faite, c'est de parler d'un moment un petit peu particulier, enfin d'une posture un peu particulière, c'est-à-dire que en tant que directrice d'une équipe, petite équipe hein, d'une dizaine de personnes, spécialisée donc dans les questions de santé mentale, moi, je passe mon temps depuis 20 ans à expliquer ce que c'est la santé mentale, comment repérer les signes d'alerte, où trouver de l'aide quand on va pas bien, etc. Et ben, ça ne vaccine contre rien. Et en tout cas, ça ne vaccine pas contre les problèmes de santé mentale. Et donc, j'ai ce que j'ai appelé j'ai fait ce que j'ai appelé un burn-out. Et j'ai fait une vidéo à ce titre-là parce qu'il m'a semblé intéressant que justement, de par ma position, de par le tabou et la stigmatisation qui reste sur ces questions-là, c'était intéressant de témoigner du fait que personne n'est à l'abri et qu'on a toutes et tous une santé mentale. Donc, j'ai voulu vraiment, quand on parlait tout à l'heure de cohérence éthique, disons que ce témoignage m'a permis de rester en cohérence éthique entre mon travail et mon vécu à un moment où tout était en train de s'effondrer. Donc, je vous invite à regarder la petite vidéo. Ce qui m'intéressait dans ce qui a été expliqué tout au long du webinaire, c'est aussi de mettre les différents éléments d'explication en écho avec ce que j'ai pu vivre. Et moi, je pense que ce qui m'a amené au burn-out, enfin, à l'épuisement professionnel, littéralement, c'est l'intensité du travail
essentiellement, puisque c'est arrivé il y a 3 ans maintenant, c'est-à-dire après un moment où, enfin, 2 ans après le Covid, on va dire, où la situation de Covid nous a mis, nous, Psychom, organisme national d'information sur la santé mentale, en première ligne pour informer la population sur les questions de santé mentale, puisqu'il n'y avait pas tellement de ressources à l'époque, en particulier du côté des organes habituels comme Santé publique France ou le ministère. Et donc, on s'est retrouvé très sollicité et avec une mission, en fait, d'essayer d'informer au mieux toute la population, de savoir comment on prend soin de sa santé mentale en période d'épidémie, de confinement, de bouleversement des manières de travailler, de vivre, de relationner, etc. Donc, moi, mon épuisement est arrivé par une intensité très, très forte de travail, c'est-à-dire en étant très sollicité et en ayant l'impression bah oui, on l'a évoqué tout à l'heure hein, sur le fait de faire un travail utile. Là, ce n'était pas la perte de sens, c'était le trop de sens en fait. Et donc une sursollicitation, des exigences émotionnelles aussi très fortes. Initialement, le terme burn-out, ça concernait les soignants, c'est-à-dire un engagement où on a du mal à s'arrêter, en fait, parce que notre métier est utile, justement. Et que ce soit les soignants ou les travailleurs sociaux, c'est vrai que c'est un risque qu'il faut vraiment toujours avoir en tête. C'est-à-dire, on se compare aussi aux personnes qu'on accompagne en se disant, mais moi, ça va, eux, c'est pire. Et vraiment, si je ne peux pas m'arrêter parce qu'ils ont besoin de moi, etc. Donc moi, il y avait cette sensation-là d'avoir vraiment un sens, une utilité sociale, une cohérence éthique énorme dans ce que je faisais, mais trop, en fait. Et, euh, et, et donc, cette difficulté à voir que je m'épuisais, en fait, dans cette sollicitation-là. L'autre élément important qui me semblait intéressant aussi de souligner, c'est la responsabilité d'équipe, évidemment, puisque c'est encore plus difficile de reconnaître qu'on n'est plus en capacité ou qu'on a besoin de s'arrêter quand on a une responsabilité d'équipe. Voilà, ça augmente encore la difficulté à prendre soin de soi. Et, euh, et pourtant, pour revenir à ce qui a été évoqué tout à l'heure, j'avais plutôt les bonnes conditions puisque j'avais une petite équipe et on travaille énormément en intelligence collective. Donc, on avait potentiellement des facteurs protecteurs de ce côté-là et avec ce qu'on appelle parfois du management bienveillant. Donc, moi, je ne suis pas du tout en fonctionnement vertical, mais plutôt en fonctionnement horizontal avec une co-construction des décisions, des outils, etc. Mais en fait, ça a été mis à mal par le télétravail. C'est-à-dire que ce fonctionnement d'équipe très rapproché, très euh, au quotidien a été complètement explosé. Moi, je disais, on a, on avait l'habitude on était une équipe de natation synchronisée et on s'est retrouvés chacune dans sa ligne d'eau et avec vraiment des grandes difficultés à communiquer. Et donc, ça a fragilisé en fait toute l'organisation. Et moi, je me suis retrouvée à assumer en fait tout l'interstitiel de communication d'équipe qui auparavant avait lieu à la machine à café, pendant les repas, etc. Tout le monde était vraiment dans son tunnel. Et moi, je me suis épuisée en fait à faire la communication entre les unes et les autres. Donc voilà, et je pense qu'il y a un autre niveau encore enfin, ça c'est l'analyse que je fais a posteriori, c'est que ces conditions professionnelles, en fait, donc un trop de sens du travail, un trop d'utilité sociale, ça rejoint ce qu'on appelle le burn-out militant. Parce que ça, c'est aussi quelque chose enfin, qui a été théorisé du côté des associations féministes, par exemple, mais aussi de défense des droits de l'homme, etc.
C'est-à-dire que justement, quand on a un travail qui a beaucoup de sens et qui peut faire changer les choses, on ne s'écoute plus parce qu'il y a toujours une bonne raison d'en faire plus. Alors, ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé, c'est il y a beaucoup de choses. Évidemment, la santé mentale, quand elle est perturbée, ça concerne d'abord l'individu. Là, évidemment, c'était lié aux conditions de travail un petit peu exceptionnelles. Mais donc, en tant qu'individu, d'abord, je me suis arrêtée. Enfin, d'abord, ça a été très compliqué de dire d'accepter de reconnaître que j'allais mal. Parce que voilà, j'étais pas très au courant. Ça devait être ça. Donc, ça a été très difficile d'accepter que j'avais les mal. Et après, ça a été encore plus difficile d'accepter de demander de l'aide. Et la troisième étape, ça a été d'accepter l'aide. Voilà. Et donc, ça m'a permis de prendre conscience, effectivement, dans ma chair, j'ai envie de dire, de la stigmatisation et du tabou. Mais évidemment, un arrêt de travail, des soins, un accompagnement par ma médecin généraliste, une psychothérapie, des médicaments. Et au niveau professionnel, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est le soutien de l'équipe. C'est le fait que, justement, le bénéfice d'avoir développé du travail en équipe et de la solidarité et de la bienveillance, c'est que au moment où la chef s'est cassée la figure, l'équipe a pris le relais. Et en fait, ça a renforcé la cohésion d'équipe. C'est-à-dire, ça a permis justement de sortir de ce dysfonctionnement où on arrivait moins bien à travailler en équipe. Donc là, l'équipe s'est soudée pour faire face. Et un autre élément important, c'est aussi parce que je n'ai pas caché mon état. J'ai pas expliqué que j'avais une grippe. C'était une grippe qui durait un petit peu longtemps. Même si au moment le premier jour où je me suis arrêtée, j'ai fait le Covid aussi parce que voilà, c'était tout s'effondrait. Euh, donc le fait de pouvoir en parler en équipe, de pouvoir sans me répandre, mais voilà, dire ce qu'il en était, de dire que j'allais être arrêtée, que j'allais pas regarder mes mails, et je m'y suis tenue parce que je ne sais plus qui disait les problèmes de santé mentale arrivent aussi, bien sûr, je pense que c'est la première intervenante, parce qu'on est dans un système où il faut être hyper productif et on n'est pas des machines en fait. On n'est pas fait pour être productif 8 heures par jour, c'est pas possible. Donc c'est vraiment beaucoup les conditions de travail qui expliquent aussi les problèmes de santé mentale des professionnels. Donc, le fait de mettre des règles, le fait de dire ce qui n'allait pas bien, voilà, tout ça, ça a aidé, ça a permis de passer le cap. Et puis, et ben après, c'est toujours dans cette question de sens. Ben voilà, je me suis dit, bah tiens, oui, je vais faire une vidéo parce que c'était remettre du sens dans ce que j'avais vécu aussi et faire fructifier ce que j'avais vécu, mon expérience personnelle, pour nourrir encore la cause que je défends. Et donc, je pense que la vidéo, le fait que j'en parle assez facilement aussi, ça transforme cette expérience très douloureuse en quelque chose de plus positif. Et j'ai eu beaucoup de retours de professionnels, de collègues, psychiatres, psychologues, etc. Il faut dire que dans le milieu des professions de santé mentale, c'est encore très tabou. Ça commence à bouger un petit peu, mais c'est très tabou de dire qu'on a eu des problèmes de santé mentale. Et donc, j'ai eu des retours justement d'amis, collègues psychiatres qui m'ont dit, mais merci parce que euh, en regardant ta vidéo, j'ai compris que ma santé mentale n'allait pas très bien en fait. Et donc, voilà, si ça a pu contribuer à cette prévention, moi, ça me dit que j'ai pas complètement vécu ça pour rien. Après, ce que je voulais partager avec vous aussi, c'était au-delà de mon expérience personnelle, c'était les ressources que Psycom a proposées propose sur son site et qui peuvent vous être utiles.
au niveau de, enfin, à titre personnel ou à titre professionnel. Donc, toute une page sur la santé mentale et le travail, donc qui décrit effectivement le fait que le travail, ça peut faire du bien aussi, mais ça peut faire du mal. Et donc, dans cette page-là, vous avez aussi des éléments importants qui sont, quelqu'un l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la responsabilité de l'employeur. Et ça, on l'oublie trop souvent. On a dit c'est la responsabilité de l'employeur de prendre soin de la santé physique et mentale de ses employés. Donc, c'est dans le droit du travail. Donc, c'est un droit qu'on oublie trop souvent. Et dans cette page sur notre site sur la santé mentale et travail, on décline tous les dispositifs qui existent, tout ce qui peut être sollicité justement en cas de problème de santé mentale au travail, que ce soit le manager de proximité, le médecin du travail, le service de santé au travail, les représentants du personnel, les thérapeutes spécialisés, il y a des consultations spécialisées aussi, etc. Donc ça, c'est une ressource. Je pense enfin, on méconnaît le droit du travail quand il s'agit de notre santé mentale parce que, comme l'expliquait Wafia, on a plus, je crois, c'était comme si quand on était au travail, on n'était pas une personne, quoi. Voilà. Et on n'arrive pas au travail en se déshabillant de sa vie personnelle. Ça n'existe pas parce qu'encore une fois, on n'est pas des machines. Et donc, savoir que c'est une obligation de l'employeur, c'est important parce que on peut activer certains leviers, que ce soit l'analyse de pratiques professionnelles ou d'autres. Et puis, on a aussi des ressources pour tout ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire par soi-même, tout en n'oubliant pas que la santé mentale, c'est pas que la responsabilité de l'individu, justement. Parce que ça, c'est ce qu'on essaye aussi de nous faire croire. On va mettre une salle de yoga pour que les gens puissent faire du yoga à la pause. On va mettre un baby-foot dans la cantine. Ça va pas suffire, hein. Ça va pas suffire. Les gens vont pas bien au travail, pas parce qu'ils n'ont pas de baby-foot. Ils vont pas bien au travail parce que les conditions de travail sont celles qu'on a évoquées pendant tout le long du webinaire. Donc, se méfier aussi de trop surresponsabiliser l'individu par rapport à sa santé mentale, parce que comme l'ont évoqué toutes les personnes qui sont intervenues, et comme vous le savez, mais c'est toujours bon de le rappeler, 60% des déterminants de notre santé, de notre santé mentale, sont socio-économiques et politiques, en fait. Donc ça, c'est un point important à pas oublier. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, enfin, en manière d'agir, on a évoqué beaucoup de pistes. C'est par exemple organiser des temps de sensibilisation. Et là, je vous renvoie aux semaines d'information en santé mentale, donc qui ont lieu tous les ans en octobre. La FAS est partenaire, membre du collectif national des semaines de santé mentale. C'est vraiment des occasions où tout le monde peut organiser des actions de sensibilisation pendant les semaines de santé mentale pour ouvrir des espaces de discussion sur la santé mentale au travail ou dans d'autres cadres. Là, c'était la thématique de cette année et l'an prochain, je ne sais pas si j'ai mis la fiche, je ne me souviens plus. Oui, voilà, bah, super. L'an prochain, c'est alors en pile poil dans votre cœur de métier, puisque c'est pour notre santé mentale, réparons le lien social. Voilà, donc j'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes de la FAS pour s'engager dans ces semaines de santé mentale. Voilà, je vous remercie. Hop, je lâche la main. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci Aude. Alors, merci encore à toutes les deux. Je ne sais pas s'il y a des mains levées, Olivier, dans le chat. Oui, tout à fait. Je vais passer la main à Jamila. Merci pour les petits cœurs, hein. On se croirait sur Instagram.
Oui, Jamila, vous pouvez activer votre micro. Peut-être en attendant que Jamila arrive, je voudrais revenir quand même parce qu'il y a eu quelques questions, comme je vous disais, à la suite de l'intervention d'Éléonore sur l'APP, sur l'analyse des pratiques professionnelles. Et notamment, il y avait des questions de savoir si dans ce cadre-là, on pouvait aussi parler de soi en tant que professionnel, ou il était juste question de parler des situations des personnes. Et peut-être qu'en parlant des situations des personnes, voilà. Donc, je vais peut-être laisser la parole sur cette question-là. Et aussi, si ça devait être juste à si c'était soumis à la décision, validation des directions, ou c'était quelque chose d'obligatoire. Voilà, il y avait ces deux questions qui sont revenues sur l'APP. Et je pense que ça peut être intéressant, peut-être, Wafia ou Aude, que vous puissiez y répondre si vous le voulez bien. Je vais y aller, oui, sur la question de l'APP. Alors, sur la première question, la question de la valence émotionnelle, personnelle dans le cadre de l'APP. Alors, si on est dans le cadre strict de l'APP, ce n'est pas la place de l'émotion directement. C'est-à-dire que euh, on va déplier une situation, un accompagnement. Donc, ça va faire appel à des enjeux techniques, à des enjeux émotionnels, à des enjeux institutionnels, mais ça sera toujours au regard de la situation que nous sommes en train de déplier. Le cadre de l'analyse de pratique est plutôt assez strict. Il a 4 temps d'accompagnement, mais c'est toujours au regard de la situation que l'on déplie pendant la séance. Souvent, quand on va aborder des enjeux plus émotionnels, ou en tout cas des enjeux liés à la souffrance au travail ou autre, ça sera d'autres cadres. Par exemple, ça sera une intervention de crise institutionnelle. Ça, c'est le cadre où on va pouvoir aborder les enjeux liés euh, aux enjeux psychosociaux, aux enjeux plus liés au fonctionnement et institutionnel. Mais ce n'est pas le cas de l'APP. Ça, c'est le premier point. Sur la deuxième question, est-ce que c'est obligatoire l'APP? Alors, en principe, encore une fois, si on est strict sur le cadre, non. Ça ne doit pas être une obligation d'aller en analyse des pratiques. Ça doit toujours être selon le désir du professionnel d'aller mettre au travail quelque chose dans cet espace-là, mais ça ne doit pas devenir une obligation institutionnelle au risque que ça ne soit plus un espace de co-construction, de liberté de parole ou autre. Donc ça, c'est sur le cadre de l'APP. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Je pense que oui. J'aurais juste Alors, une petite précision du coup. Pardon, peut-être que c'est ça que tu voulais dire, Elvire. je t'en prie, vas-y, je compléterai au Je sais besoin. pas. La question aussi était de savoir si l'employeur était obligé de proposer de l'APP à ses équipes. Et ce qui amène du coup peut-être à une deuxième question, je trouve dans le chat qui est un petit peu en lien, c'est s'il n'est pas obligé ou qu'il soit obligé de le faire ou pas, comment amener l'employeur aussi à prendre conscience qu'il faut mettre en place des espaces de réflexion sécurisés pour ses équipes. Alors, je vais répondre dans l'ordre aussi. Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas, pas une obligation de l'employeur, c'est fortement conseillé, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, je vous prends l'exemple, même par exemple à l'hôpital où c'est fortement conseillé, ce n'est pas du tout obligatoire, pourtant ça devrait être central. Donc, à part en discuter avec son employeur, son chef d'équipe pour mettre en place ce gap, voilà, il y a aucun levier institutionnel sur lequel on peut appuyer. Après, sur la question de la souffrance au travail ou des difficultés institutionnelles ou autres, je sais que de notre côté, en tout cas si je prends l'exemple d'AlphaPsy, souvent il s'agit de discussions en équipe où un manager va nous contacter, une direction va nous contacter pour dire il y a des choses qui se passent sur le terrain, il y aurait besoin d'APP. Et en fait, dans toute l'analyse des besoins que nous, on va faire, par exemple, avec la direction ou bien l'encadrement, on va dire, bah, c'est pas vraiment l'enjeu d'un APP. Là, ce que vous déposent vos équipes, ça a l'air d'être un autre enjeu, un autre espace à co-construire avec l'équipe. Donc, souvent, on va descendre, ce qu'on appelle descendre sur le terrain. On va rencontrer les équipes pour faire avec les équipes une analyse des besoins pour trouver le cadre qui est le plus adapté. Donc, la plupart du temps, c'est vraiment une remontée d'équipe qui dit à un moment, on a besoin d'un espace, on a besoin de discuter, on a besoin de telle formation. Et souvent, nous, quand après on reçoit cette demande, on va l'analyser au regard de ce que nos partenaires vont nous dire, quitte à aller rencontrer les équipes directement pour après co-construire avec eux le cadre qui soit le plus approprié. Merci beaucoup.
A priori, Jamila, c'était une fausse manip, me dit Olivier. Donc, du coup, il n'y a pas de main levée. Olivier, tu n'as pas d'autres mains levées? Non, et là, je n'ai pas d'autres mains levées. Ah si, Il y a une Johanna. question sur le chat. Oui, en revanche, nous avons plusieurs questions dans le chat, Ouais, mais très intéressante. alors, on a plusieurs questions dans le chat et notamment une qui concerne les managers. Est-ce qu'ils sont formés, sensibilisés en ce qui concerne la santé mentale des employés dans le social? Alors, je ne sais pas, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut répondre à cette question-là sur la formation éventuelle des dirigeants, des chefs de service sur les questions de santé mentale des employés, de leurs équipes plutôt? Je peux peut-être, alors je peux pas répondre sur est-ce qu'ils le sont, juste dire qu'ils le devraient, mais en tout cas, euh, enfin, on parle beaucoup de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, accompagnement des personnes en situation de handicap psychique au travail. Bon, tout le milieu de l'entreprise, là, si on est juste dans l'entreprise, enfin, est en train de se rendre compte qu'on parle de la même chose en fait, sauf que tous ces mots-là, pour moi, enfin RPS, QVT, etc., c'était des euphémismes pour parler de santé mentale. Et on est en train de se rendre compte que bah, c'est peut-être ça la santé mentale. Donc, nous, ce qu'on voit dans les sollicitations qu'on reçoit, c'est effectivement des DRH qui commencent à reconsidérer un peu leur vision des choses. Et comme la santé mentale devient un petit peu moins tabou, du coup, ça permettrait une vision plus globale comme ça, permettrait de faire un peu avancer les choses. Après, nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est des partenariats. Alors, peut-être ça peut intéresser certaines personnes. On a fait des parcours de e-learning avec le CNFPT, par exemple, le Centre national de formation des professionnels territoriaux, et de même sur tous les ministères sociaux, les trois ministères sociaux, la DRH des ministères sociaux. On a mis en place un parcours de e-learning autour de vraiment la sensibilisation de base à qu'est-ce que c'est que la santé mentale, etc., comment on peut en prendre soin en fonction de ces différentes postures. Et puis, il y a aussi le programme Premier Secours en santé mentale, alors qui est un étage un petit peu plus élevé, puisque là, c'est plus le repérage des troubles psychiques. Mais je pense qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre, c'est-à-dire la mise en cohérence au niveau RH d'une vision globale de la santé mentale sur l'entreprise qui regroupe QVT, RPS, etc., des actions de sensibilisation, de la mise en place d'APP, etc. Et tout ce qu'on peut faire aussi à titre individuel en tant que professionnel pour se sensibiliser à ces questions-là. Merci beaucoup, Aude. Il y a une main levée et je pense que ça va être la dernière question parce qu'il est déjà 16h20. J'en suis bien désolée. Et ensuite, on donnera la parole à Jean-Marc pour conclure ce webinaire. Johanna, c'est à vous. Normalement, vous avez la possibilité de poser votre question en activant votre micro. Johanna. Oui, Oui, vous m'entendez? très bien. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis assistante sociale, je travaille dans un CHRS. Voilà, au niveau de l'association, on est quand même assez impacté en ce qui concerne la santé mentale. Voilà, notamment des salariés. C'est vrai qu'on vit de plein fouet tout ce qui est changement des politiques sociales qui impactent directement nos usagers, tout ce que disait en fait l'éducatrice en CHRS, hein, tout ce qui est contrôle CAF, etc. Et j'ai un petit peu l'impression que tout ce qui est APP ou intervention extérieure est la solution en fait proposée pour soutenir les salariés en fait dans leurs problématiques de santé mentale. Je me demandais en fait si c'était si tout ce qui était chef de service ou directeur, etc., pouvait justement soutenir aussi les salariés là-dedans. Justement, peut-être en permettant aux salariés d'être porteurs d'initiatives ou de se saisir aussi des dispositifs dont on a des injonctions de mettre en œuvre, hein.
Voilà, c'était un petit peu ma question parce que j'ai beaucoup entendu parler de groupes de parole. Bon, c'est vrai que les travailleurs sociaux parlent beaucoup, mais est-ce qu'il y aurait pas un moyen aussi de mettre un peu plus en action, en fait, pour qu'on se saisisse un petit peu plus et de pas juste être des exécutants? Est-ce que l'un ou l'une peut répondre à cette question qui est de dire en fait quels sont les autres outils en interne finalement, qu'est-ce qui peut être mobilisable directement en interne et mobilisable par les managers, les dirigeants pour accompagner leurs équipes? Est-ce que... Il y Non. aurait beaucoup de choses à dire. C'est que là, c'est une qui est très, très profonde. Par contre, je rebondis sur le fait qu'il ne faut pas trop tomber dans l'écueil, par contre, de se dire on va mettre une supervision, on va mettre une APP et ça va changer les choses. Je pense qu'effectivement, c'est important de ne pas essentialiser ou en tout cas déplacer le problème en disant on a mis ça en place, donc on a travaillé sur la santé mentale. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer dans la présentation, si on n'a pas une vision systémique, c'est-à-dire s'il n'y a pas un changement à tous les niveaux et une prise en compte à tous les niveaux de cette dimension-là, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Et justement, ne pas essentialiser sur les analyses des pratiques et les supervisions, c'est important. En interne, souvent, ce qui peut se jouer, alors ça, je vous dis ça vraiment de mon œil très extérieur et puis qui connaît assez peu d'ailleurs les structures sociales, je connais beaucoup plus le sanitaire. C'est vrai que pour le coup, on va beaucoup travailler avec tous les acteurs en principe de la gouvernance, on y revient. Euh, Travailler aussi sur des référents au sein des structures, c'est-à-dire que de travailler sur la référence pour faire ce passage gouvernance, organisation, terrain, personnes concernées, c'est quand on pensera ces liages à tous les niveaux qu'on pourra vraiment pouvoir prendre en compte de manière globale la santé mentale sur ces différentes facettes. Voilà, j'essaie d'être un peu concise. Euh, mais souvent, il y a besoin, en tout cas pour ça, ça ne doit pas juste s'essentialiser sur un outil ou bien sur un espace comme par exemple l'analyse des pratiques. Voilà. Et si je peux ajouter juste une chose, euh, pour répondre à la question de Johanna, nous, à chaque fois qu'on a un intervenant ou enfin, quelqu'un dans la chaîne enfin, l'intervenant, en fait, notre financeur, quand quelqu'un change à la direction départementale ou quand il y a un nouveau interlocuteur qui doit décider de la prolongation des séjours, des choses comme ça, et qui n'a pas bien en tête ce qu'on fait vraiment sur le terrain, ce qu'on peut faire et ce qu'on a déjà fait, qui a fonctionné en tout cas jusqu'à présent, c'est qu'on invite les personnes sur la structure, on leur fait visiter et on leur explique ce que c'est notre travail. Voilà. Et je pense que des fois, ça amène du sens, de la réalité, du réel. Enfin, ça renvoie, ça confronte au réel en fait. Donc, des fois, ça peut être une bonne chose. Merci beaucoup à toutes et tous. Je pense qu'on va devoir bientôt se quitter. Un dernier grand merci aux intervenantes qui se sont libérées, qui sont venues partager avec nous tout cela aujourd'hui. Merci aussi aux nombreux participants et participantes. Et je te donne la parole, Jean-Marc, du coup, Merci. pour conclure. Bon, merci. Bonjour à toutes et à tous pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Je voudrais tout d'abord remercier nos intervenantes. Je trouve que c'était d'une excellente qualité, une excellente expression de ce que vous avez amené. Et je pense que ça a fait beaucoup écho à toutes les personnes qui s'étaient inscrites ou qui ont pu suivre ce webinaire. Je remercie tout particulièrement Aude, même si on se connaît depuis très longtemps, mais Aude pour son témoignage. Et je dirais en même temps que pour la FAS, pour mettre en place ce webinaire, il a fallu du temps. Ça fait à peu près 2 à 3 ans que nous le pensions, mais nous ne savions pas trop comment l'aborder, parce que parler de la santé mentale des intervenants sociaux, et je prends au sens large, c'était pas une évidence. Il a fallu y réfléchir, voir qui pourrait intervenir, comment on approcherait cette thématique. Et j'espère que toutes les personnes qui se sont inscrites et qui y ont participé vont pouvoir retransmettre ce qu'elles ont pu entendre, sûrement un certain nombre de choses qu'elles connaissent déjà, mais je crois qu'il faut s'intéresser à la santé mentale de tout le monde.
que ce soit des professionnels ou que ce ne soit pas des professionnels, et des professionnels de notre secteur comme d'un autre secteur ou d'autres secteurs. À titre personnel, depuis quelque temps, je fais une supervision dans un bloc opératoire dans une clinique. Ça m'a été demandé, et je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir l'ensemble de tous ces professionnels, y compris le directeur des soins, qui participent à ce travail. Voilà. Donc je pense que ça doit rejoindre les soucis de Wafia, car le problème de la santé mentale, ça ne tourne pas uniquement autour des personnes qui présenteraient des symptomatologies particulières ou, comme on dit parfois, des angoisses existentielles des travailleurs sociaux. C'est quelque chose que tout encadrant doit avoir en tête. Alors tout à l'heure, j'entendais, enfin je le disais, pardon, les réticences de certains directeurs parce que les financements, on les trouve comment? Les financements, quand un directeur veut les trouver, il les trouve. Et je parle en tant qu'ancien directeur d'une grosse association de Paris. Alors peut-être pour les petites, c'est peut-être un petit peu différent, mais il y a différentes possibilités pour trouver un mode de financement pour assurer des supervisions d'équipe. Je dois remercier tout particulièrement Carole Pérez et puis Éléonore Lemuer pour tout ce qu'elles nous ont apporté, à savoir ce sentiment où les gens n'ont plus le sentiment par contre d'appartenance, où quand on travaille, quand on parle de l'utilité collective, quand on parle de la cohérence éthique, quand on parle des grands écarts entre le travail pensé et le travail réel, entre ce que l'on pense faire et les injonctions contradictoires qu'on vient imposer dans des équipes, je crois que là, on fait du mal à tout le monde. Alors, est-ce que ceux qui posent ces injonctions en ont conscience? Je ne sais pas. Voilà. Même en tant que directeur, j'ai dû en faire, mais peut-être que je n'en avais pas totalement conscience. Et c'est, je crois, dans les espaces de dialogue qu'on peut justement mesurer enfin, peut-être les propos parfois un petit peu violents, parfois un petit peu inadaptés ou à contre-courant. Et ces espaces de parole qui peuvent réunir bien sûr une équipe, mais de temps en temps avec sa direction ou ses directions, c'est quand même quelque chose de déterminant pour parler de la santé mentale des salariés. Il y a aussi peut-être, et ça va répondre à une question, il y a des organismes qui organisent des supervisions pour leurs encadrants. Donc, quand on parle de la souffrance au travail, comment des fois les cadres, parce que les cadres aussi sont aussi malmenés par une direction. Il faut quand même le savoir. Enfin, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, mais enfin, enfin, c'est pyramidal. Donc, ils reçoivent soit des ordres ou, bon, peut-être en dehors d'ordre, mais enfin, ils reçoivent quand même des préconisations. Et leur rôle, c'est aussi d'être le relais, de les faire descendre. Il y a peut-être des maladresses. Il y a aussi des points où, quand on fait un travail en équipe, et là j'entends bien ce que disait Aude, ce que disait aussi Wafia, c'est de dire que le collectif est quand même important pour soutenir un professionnel qui se trouve en difficulté en regard de sa santé mentale. Quand c'est un problème de cancer, enfin, c'est grave aussi, mais enfin disons que ça n'a pas totalement la même chose. Des signes avant-coureurs de ce qui arrive, enfin, avant-coureurs d'une symptomatologie en psychiatrie, c'est toujours gênant et on ne sait pas toujours comment l'aborder, comment porter une solidarité à ce salarié. Je pense aussi que nous avons tous, quoi que nous soyons, une responsabilité dans nos engagements militants pour garantir ou faire en sorte à ce que la santé mentale soit prise en compte. Et je vais en terminer là parce que je vois qu'à ma pendule, il est 16h30. Je rappellerai quand même que la FAS et aussi le Psychom et d'autres, puisqu'il y a une trentaine d'organismes qui se sont alliés en mois de mars-avril pour faire en sorte à ce que l'année 2025 soit la grande cause nationale, ce soit la santé mentale. Je ne fais pas de publicité pour un gouvernement qui qu'il soit, mais avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, celui-ci, enfin, dans une interview le soir au JT de 20 heures, a dit qu'il décidait que 2025 soit la santé mentale comme grande cause nationale. Donc nous avons là des ouvertures, on va dire, politiques qui vont faire que nous pouvons développer au cours de cette année
un certain nombre de modes de communication pour que cette santé mentale soit bien perçue par l'ensemble de la population et que la santé mentale, ça ne regarde pas uniquement que les fous. Là, je caricature bien évidemment. Donc, je remercie toutes les intervenantes. Je remercie aussi particulièrement Marie pour le relais qu'elle a pu faire. Pardon. Et puis Elvire, je trouve qu'elles ont bien préparé cette chose-là. Elles en ont travaillé ensemble. Nous l'avons travaillé ensemble aussi. Et je pense que chacun sera quand même assez satisfait de ce webinaire. Par avant, je vous remercie toutes et tous et à un prochain webinaire, peut-être autour de la santé mentale l'année prochaine. Merci, bonne soirée.